Gabriel Lippmann. L'autre coup, on a fait Michelson. Donc un Français. Après Becquerel, Pierre Curie et Marie Curie, Lippmann pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Gabriel Lippmann, donc prix Nobel en 1908 pour sa méthode de reproduction des couleurs en photographie, basée sur le phénomène d'interférence. Sa découverte permet la reconstitution intégrale de l'ensemble des longueurs d'onde réfléchies par un objet. Voilà, donc il est lorrain alsacien, il est passé par Henri IV, par l'ENS. Il commence alors ses recherches sur les phénomènes électrocapillaires. Ensuite, il rentre à Paris. Il écrit sa thèse sur les relations entre les phénomènes électriques et capillaires. Sa thèse fit sensation et il rejoint alors, en tant qu'attaché, le laboratoire de recherche à Paris. Il prédit l'effet piézoélectrique. Alors, l'effet piézoélectrique inverse, donc l'effet piézoélectrique, rapidement, c'est la propriété de certains matériaux de se polariser électriquement sous l'action d'une contrainte mécanique. En gros, vous transformez de l'énergie électrique en énergie mécanique ou inversement. Donc dans le sens direct, ce qu'on appelle le sens direct, c'est en appuyant sur le matériau, vous avez un champ électrique qui se crée. Et le sens indirect, donc découvert par Lippmann, c'est donc en mettant une tension électrique, vous avez des déformations, un mouvement mécanique. Voilà, donc c'est une propriété avec un très grand nombre d'applications dans l'industrie et dans la vie quotidienne. Une application parmi les plus familières est l'allume-gaz. Donc la pression exercée produit une tension électrique qui se décharge brutalement sous forme d'étincelles. Donc en appuyant, vous avez cet effet piézoélectrique. Et c'est surtout utilisé pour les capteurs, les actionneurs, dans les automobiles, etc. Voilà, donc l'effet piézoélectrique inverse. Un champ électrique appliqué à certaines phases de corps cristallisé produit une déformation de ce corps. Voilà, donc là, c'est dans le sens électrique vers mécanique. Un an après que les frères Curie eurent fait connaître l'effet direct. Donc c'est Pierre Curie et son frère qui ont découvert l'effet piézoélectrique normal, entre guillemets, direct. Président d'honneur de la Société française de photographie. Donc ce qu'il a fait en optique, hein, c'est très, très sympa pour la photographie. Et il a travaillé dans de nombreux domaines comme l'électricité, la thermodynamique, l'optique et la photochimie. Et il a étudié le rapport entre les phénomènes électriques et les phénomènes capillaires. Donc ça, on va en parler un petit peu, c'est intéressant. Il est à l'origine de l'invention de l'électromètre capillaire, utilisé dans les premiers électrocardiographes. Et du coelostat. Donc ça, c'est ce qui permet de faire des photographies. Donc c'est un instrument qui compense la rotation de la Terre. Et donc si vous voulez photographier une partie du ciel, avec un long temps de pause, à cause de la rotation de la Terre, vous avez un mouvement apparent des étoiles qui va laisser une traînée sur la plaque photographique. Et donc lui, ce qu'il a fait, c'est calculer comment il fallait faire bouger de manière automatique l'appareil photo pour suivre la rotation de la Terre et avoir un plan fixe des étoiles. Il a inventé le procédé de photographie en couleur Lippmann, une monture équatoriale, oui, ouais, ça s'appelle comme ça, je crois, qui reste à ce jour, donc l'article là, il date de 2006, mais c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est le seul procédé qui peut fixer l'ensemble des couleurs du spectre au lieu d'en faire une décomposition trichrome. Donc c'est un peu ce que j'avais évoqué dans la vidéo sur les fausses couleurs. Vu qu'on a 3 capteurs et que la plupart des appareils aussi ont 3 capteurs, on décompose les couleurs qu'on reçoit en 3 composantes, rouge, vert, bleu. Et donc après, si on veut revenir à la couleur initiale, la couleur qui a été le vrai spectre qui a été envoyé, on peut pas parce qu'on a perdu des informations. On a réduit l'ensemble du spectre, toutes les nuances de couleurs. Vous avez à chaque fois une intensité différente en fonction de la longueur d'onde. Donc souvent, on trace le spectre de la lumière qui arrive. Et tracer le spectre, ça veut dire tracer l'intensité de la lumière en fonction de la longueur d'onde. Donc ici, je trace intensité en fonction de la longueur d'onde. Et vous avez, on s'intéresse au spectre visible, par exemple. Donc 400 nanomètres pour le bleu-violet et 700 nanomètres pour le rouge. Et vous avez une courbe qui ressemble, c'est comme ça. Vous avez une courbe qui ressemble à ça, voilà. Donc vous avez une fonction. Et ensuite, ce que vous faites, c'est vous faites la corrélation avec, il y a une certaine fonction mathématique, avec par exemple le pigment, le cône qui correspond au rouge dans l'œil. Donc voilà, vous faites un peu... il y a une fonction mathématique qui vous permet de savoir si cette fonction de base, elle est plutôt dans le rouge, plutôt dans le vert, etc. Donc ça vous donne un nombre,
entre 0 et 255. Voilà. Ça, vous avez une puissance de 2. Et vous faites pareil, rouge, vert, bleu. Et donc, vous voyez, vous avez une fonction là, donc quelque chose qui est très, qui détient énormément d'informations, et vous mettez ça dans une colonne avec 3 nombres. Donc, par exemple, là, vous avez, je sais pas, la couleur 10, 230 et 40. Voilà. Donc, c'est beaucoup de vert, 230 dans le vert, très peu dans le rouge, un petit peu dans le bleu. Vous voyez qu'avec seulement 3 nombres, vous avez la sensation visuelle. Vous arrivez à reproduire la sensation visuelle qu'on a, nous. Mais si vous voulez faire le chemin inverse, bah, vous ne pouvez pas. Il y a plein de fonctions qui redonnent ces 3 nombres, des fonctions différentes. Donc quand vous avez ce triplet là, cet ensemble de 3 nombres, vous ne pouvez pas remonter à la fonction. Donc on perd des informations. Et lui, ce qu'a fait Lippmann, c'est mettre au point un procédé qui récupère toutes les valeurs de la fonction là, au lieu de récupérer seulement 3 nombres. Donc ça permet de garder toute l'information de la lumière qui est arrivée, toutes les nuances de couleur. Voilà. Le procédé qui fixe les franges d'interférence de la lumière est onéreux, usage de mercure, et demande un important temps de pause, mais n'a pas été à ce jour dépassé en qualité. Il reste en particulier le seul à permettre une analyse chromatographique complète a posteriori des couleurs fixées, ce qui est par nature impossible avec les procédés trichromes. Voilà, parce qu'on perd de l'information en prenant 3 nombres. Okay, donc le voilà. J'ai même pas zoomé sur sa tête là. Hop. Avec sa magnifique moustache. Voilà. C'était le swag de l'époque, la moustache. Donc son procédé repose sur une méthode interférentielle. En 1893, il pouvait présenter à l'Académie des photographies prises par les frères Lumière, dans lesquelles les couleurs étaient produites avec un orthochromatisme excellent. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, orthochromatisme. En chimie, le terme orthochromatique fait référence à un colorant qui ne change pas de couleur en se liant à une cible, contrairement au colorant métachromatique qui change de couleur. En termes spectral, orthochromatique indique la conservation de la position du pic spectral, tandis que métachromatique indique un décalage de la position de ce pic. Ouais, typiquement, vous avez des couleurs qui sont plus foncées que d'autres quand vous passez en noir et blanc. Donc là, on voit le drapeau britannique, avec le rouge qui est beaucoup plus foncé que le bleu. Donc une pellicule orthochromatique utilise une émulsion photographique qui est sensible uniquement à la lumière bleue ou verte et peut donc être développée sous une lampe inactinique rouge, jaune ou orange. Alors c'est quoi une lampe inactinique? C'est une lampe spéciale qui émet une lumière inactinique. Ok, merci. C'est-à-dire n'ayant pas ou peu d'effets photochimiques. Cette notion est relative. Une lumière est inactinique pour un pigment ou une famille de pigments, mais peut avoir un effet sur d'autres pigments. Ainsi, le rouge, par exemple, est inactinique pour les sels d'argent, mais pas pour les sels chlorophylliens. Okay, le papier photosensible noir et blanc, à base de sel d'argent, est insensible à la lumière d'une lampe inactinique, ce qui permet de l'utiliser comme source d'éclairage dans un laboratoire de développement de photos noir et blanc. Ok, c'est pour ça que dans les chambres de développement, ils utilisent de la lumière rouge pour éviter décaler les couleurs dans le développement de la photo. C'est cependant inefficace dans le cas de tirage couleur, car le papier couleur est, comme son nom l'indique, sensible à toute la gamme du spectre lumineux. Il se voilerait donc avec une lampe inactinique comme avec n'importe quelle autre source lumineuse. Donc en gros, pas d'effet photochimique, ça va pas décaler les couleurs des pigments. Alors le procédé Lippmann ne doit pas être confondu avec celui des autochromes des mêmes frères Lumière, plus connus et qui nous ont offert des images en couleur de la fin du 19e siècle. Ce dernier, donc c'est le procédé des frères Lumière, ce dernier procédé fonctionnait pour sa part avec des pigments. Lippmann a aussi inventé le procédé de photographie intégrale en relief, sublimant le concept de stéréoscopie à partir d'un réseau lenticulaire fait de lenticules sphériques, permettant ainsi à chacun des yeux de l'observateur de ne voir que la partie de la plaque sur laquelle est enregistré un point de vue différent. En gros, ça permet de voir en 3D sans lunettes 3D. Donc il a mis ça au point de manière théorique et après ça a été mis au point de manière technologique. Voilà, c'est l'autostéréoscopie. En gros, c'est de la 3D sans lunettes. Vous avez les yeux qui captent une image différente et le petit décalage fait que vous avez cette impression de 3 dimensions. Si vous fermez un œil, vous voyez à 2 dimensions. Et ce que j'aimerais bien commenter, c'est voilà, les phénomènes électrocapillaires.
Donc on appelle ça l'électromouillage. Donc l'électromouillage, c'est la modification du mouillage. Donc en gros, est-ce que la surface, elle est hydrophile ou hydrophobe? Est-ce que les gouttes vont être très rondes ou très étalées? Et électromouillage, hein, ça veut dire que cette propriété, elle dépend de la tension électrique au niveau de la goutte d'eau. Donc Lippmann, lui, il observe une modification de la montée capillaire entre deux plaques en appliquant une tension électrique. Donc la montée capillaire, hein, c'est le fait que si vous avez un tout petit tube, l'eau a tendance à remonter. Et vous voyez, suivant le liquide, si c'est de l'eau ou du mercure liquide, vous avez la concavité qui n'est pas forcément dans le même sens. Voilà, donc c'est le fait que l'eau remonte par capillarité. Ça vient de la tension superficielle, voilà. La tension superficielle. C'est ce qui fait que certains insectes arrivent à marcher sur l'eau. Voilà, vous avez une pièce très légère là qui tient sur l'eau. Parce que les molécules d'eau, elles sont très, très liées les unes aux autres. C'est un liquide, mais vous avez quand même ce lien qui est important. Et donc, ça fait comme une sorte de film protecteur où vous pouvez remplir un verre d'eau à ras-bord et continuer à le remplir. L'eau ne va pas déborder, il va y avoir une petite courbure au-dessus parce qu'il y a cette tension superficielle qui empêche les molécules d'eau de se séparer les unes des autres. Voilà, si vous mettez du savon, ça va modifier la tension superficielle. Si vous avez de l'eau salée, pareil, ça va la modifier. Voilà, typiquement les insectes qui marchent sur l'eau. Grâce à la tension. Là, on voit que la surface se déforme, mais sa patte, elle ne traverse pas l'eau. Grâce à la tension superficielle. Et c'est grâce à ça que le liquide peut monter. C'est lié à ça. Et on peut, on l'a vu avec les élèves, on peut utiliser une relation, la relation de Bernoulli, qui peut nous donner la pression en fonction de la vitesse, par exemple. Et pour mesurer la pression, on regarde la hauteur dans le tube capillaire. Donc voilà ce qu'il a fait, Lippmann, il a étudié ça. Vous mettez une goutte, alors pas forcément de l'eau, mais une goutte de liquide, ici en verre, sur un isolant électrique. Et en dessous de l'isolant, vous mettez une couche d'un matériau qui est conducteur. La relation de Bernoulli, on la voit en terminale S normalement. Ok. Ah, je savais pas qu'en terminale, on la voyait déjà. Ok. Bah, très bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent comprendre ça. En gros, c'est le lien entre pression et vitesse. Ça permet d'expliquer que les avions volent. Donc on sait que la vitesse de l'air, elle est pas la même en haut et en bas de l'aile. Et donc il va y avoir une surpression en dessous de l'aile, parce que la vitesse, elle est plus faible en dessous. Donc il y a plus de pression en dessous qu'au-dessus. Et donc ça crée une portance vers le haut, une force vers le haut. Voilà, c'est une des manières de comprendre pourquoi les avions volent, c'est la relation de Bernoulli. Ok. Et donc Lippmann, lui, il fait ce genre d'expérience et il se rend compte qu'en mettant une tension, là il n'y a pas de tension, et en dessous il y a une tension, et vous voyez l'angle de la goutte avec la surface change. Donc on a un phénomène qui est plus ou moins hydrophobe, plus ou moins hydrophile, grâce à la tension. C'est ça l'électromouillage et c'est ça qu'a étudié Lippmann en premier. Voilà, si vous mettez la goutte dans un milieu conducteur, donc là c'est une goutte d'huile dans de l'eau qui conduit l'électricité, ça fait l'inverse. Vous voyez, au lieu de... Là, la goutte, elle était ronde, elle devient plate. Là, elle était plate, elle devient ronde. Donc voilà, il étudie ce genre de choses. Moi, je suis pas en terminale, je suis en remise à niveau scientifique à l'université et j'utilise des manuels de lycée. Ok. Et je sais que la relation de Bernoulli y est. Ok. C'est niveau... Ça se comprend au niveau terminal. Et donc, on peut appliquer ça justement au tube de capillarité, avec la montée capillaire. Si vous mettez une tension ici entre les électrodes, entre les deux tiges bleu marine, là, vous allez pouvoir modifier la hauteur de montée du liquide dans le tuyau. Et la formule, elle est là. On appelle ça la formule de Lippmann, je crois. Et je ne détaille pas, mais là, vous avez V au carré, la vitesse au carré, la tension au carré. Et donc, cette hauteur, vous voyez qu'elle est très sensible aux variations de tension, vu qu'il y a ce carré-là. Et donc, vous allez pouvoir détecter de toutes petites variations de tension avec un changement de hauteur. Et ça, c'est ce qui a permis de fabriquer le premier électrocardiogramme. Voilà l'électromètre que Lippmann a fabriqué. Et vous voyez, vous avez par capillarité là, le liquide qui monte.
ici, là. Et la hauteur dépend de la tension. Et ça, c'est parfait, ça vous permet de mesurer la tension en regardant la hauteur du liquide. Voilà. Le liquide conducteur qu'il utilisait était le mercure. Il a non seulement observé le phénomène, mais l'a théorisé. L'équation précédente est appelée équation de Lippmann, voilà. Et il a expérimenté les premières applications, notamment la mise au point de ça, d'un électromètre. Il fallait le faire pour l'époque. Oui, oui, bah oui, c'était vraiment quelqu'un de très très intelligent qui vraiment créait des expériences et du matériel nouveau. Voilà, et cet électromètre était si sensible qu'il a permis, quelques années plus tard, d'enregistrer le premier électrocardiogramme de l'histoire. Donc si on a des électrocardiogrammes, c'est grâce à Lippmann, c'est lui le premier à avoir fabriqué les appareils qui permettaient de mesurer une tension, une variation très légère de tension. Il y a d'autres applications à ces histoires de capillarité, de gouttes d'eau, notamment quelque chose de très moderne, là, c'est les lentilles à focale variable. Donc ici, là, vous avez deux liquides. Vous avez deux liquides, de l'eau salée et l'autre, je ne sais pas ce que c'est, de l'huile. Donc des liquides non miscibles. Donc ils vont bien rester séparés. Et toujours pareil, vous mettez une tension. Vous voyez là, il y a un générateur de tension qui permet de changer l'angle, un peu comme quand on changeait l'angle de la goutte tout à l'heure. Il change la convexité, la concavité entre les deux. Et ça, vous savez, hein, quand vous passez d'un milieu à un autre, de l'huile à l'eau, la lumière, elle change de direction. Et donc, vous allez pouvoir comme ça focaliser la lumière en fabriquant une lentille qui est plus ou moins convergente. Et donc, vous avez des lentilles à focale variable. Donc ça, c'est quelque chose qui est étudié encore aujourd'hui. C'est très, très moderne. Et les laboratoires sur puce. Donc, si vous voulez faire des réactions chimiques contrôlées dans de tout petites gouttes d'eau, essayez plein de... Vous voyez, vous faites ça sur des gouttes d'eau qui sont alignées. Vous avez 100 fois 100 gouttes d'eau, donc 10 000 échantillons. Je ne sais pas exactement combien ils en mettent en laboratoire, mais voilà, avec ces études de capillarité et de mouillage, vous pouvez étudier les laboratoires sur puce. Voilà. Donc, ce sont des laboratoires actuellement développés pour l'étude de la plupart des molécules et macromolécules biologiques, ADN, protéines, etc. Donc voilà, en biologie, ils utilisent beaucoup ça, en chimie aussi. Mais la raison pour laquelle il a eu le prix Nobel, hein, c'est la reproduction des couleurs basée sur le phénomène d'interférence. Donc ce que je vous disais, là, la technique qui permet de reconstruire l'ensemble des longueurs d'onde et non pas juste 3 nombres, comme on le fait dans la plupart des procédés, avec la trichromie, donc le rouge, vert, bleu. Voilà, c'était l'histoire de Gabriel Lippmann.